L'Afrique se dresse, non pas dans le murmure, mais dans le tonnerre d'une conscience retrouvée. Sous le nom d'Ibrahim Traoré, un peuple entier transforme l'humiliation en fierté, la peur en certitude. Face aux empires qui comptent leur puissance en missiles et en dettes, il oppose la force tranquille d'un continent décidé à se réapproprier son destin. Et si ce renversement silencieux annonçait la fin d'un monde où la domination se prenait encore pour la grandeur, ce discours n'est pas une provocation, c'est une promesse, celle d'une Afrique qui ne quémande plus le respect, mais qui l'impose par sa dignité. Ibrahim Traoré en devient le visage, non par culte de personnalité, mais parce qu'il incarne la fracture entre soumission apprise et indépendance assumée. Le bénéfice est simple, un continent libre pense, produit et décide pour lui-même. C'est ainsi que naît la vraie souveraineté. Chaque mot adressé au monde trace une ligne claire. La justice n'est plus un privilège accordé par le Nord, mais un droit repris par le Sud. Et si cette reconquête bousculait l'équilibre mondial, car lorsque la fierté redevient moteur collectif, les chaînes économiques se fissurent, les regards changent et la peur change de camp. Ce moment marque le passage d'une dépendance subie à une puissance consciente, celle d'une jeunesse qui n'attend plus d'autorisation pour exister. Deux chiffres résument le paradoxe de ce siècle. Plus de 60% des ressources critiques du monde proviennent d'Afrique, mais moins de 5% des richesses créées y demeurent. C'est ce déséquilibre que dénonce Ibrahim Traoré, non comme un slogan politique, mais comme le symptôme d'un ordre mondial bâti sur l'extraction et la peur. Le mini-reveal est là. L'Afrique n'est pas pauvre, elle a été appauvrie, et ce glissement de perspective suffit à inverser tout le récit. Pendant des décennies, la puissance s'est mesurée en aides accordées, en bases militaires, en dettes restructurées. Aujourd'hui, le ton change. Les jeunes générations, nourries par des années de promesses trahies, découvrent que le langage de la dépendance est aussi une stratégie de contrôle. Dans cette prise de conscience, Ibrahim Traoré joue le rôle de révélateur collectif. Il dit tout haut ce que des millions pensaient tout bas. Le contexte dépasse les frontières du Burkina Faso. Du Sahel au golfe de Guinée, les révoltes contre les modèles imposés traduisent une mutation plus vaste, celle d'un continent qui apprend à dire non. Ce non n'est plus un geste de rupture, mais un acte fondateur. Il n'oppose pas seulement le sud au nord, il oppose deux visions du monde, celle du profit contre celle de la dignité. Et tandis que les chancelleries s'interrogent, une évidence s'impose. Quand un peuple cesse d'avoir peur, les équilibres géopolitique s'effondre. Ce réveil n'est pas une tempête passagère, c'est le début d'une ère. Au cœur de ce bouleversement, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef isolé, mais comme la figure d'une génération qui refuse le rôle de spectateur. Son ascension rapide au Burkina Faso n'est pas un accident, elle symbolise un mouvement collectif où les officiers, les étudiants, les ouvriers et les paysans parlent enfin d'une même voix. Derrière le visage du capitaine, il y a des millions de regards qui redéfinissent la loyauté, non envers une puissance étrangère, mais envers la terre qui les a fait. Les premiers effets se voient dans les rues de Ouagadougou. Des slogans autrefois chuchotés s'affichent à ciel ouvert. Nous ne sommes plus un terrain de jeu. Ce changement de ton vaut autant qu'un changement de régime. Les médias occidentaux s'en étonnent. Comment un pays sous pression financière ose-t-il réinventer le vocabulaire du courage? Mais dans cette audace réside la clé. Pour beaucoup, la peur du blâme a disparu. Les diplomates observent, les marchés spéculent, mais sur le terrain, une certitude s'enracine. La fierté est redevenue une politique publique. Ibrahim Traoré n'a pas seulement lancé un discours, il a réactivé un imaginaire, celui d'une Afrique qui s'assume sans permission, et cela change tout. Tout commence par un choc, la prise de parole d'Ibrahim Traoré face aux puissances occidentales, un discours plus frontal que tout ce que le Sahel avait entendu depuis des décennies. Ce n'est plus la supplique d'un pays pauvre, mais la déclaration d'un continent qui exige le respect. Le ton tranche, la salle retient son souffle. Les caméras, d'abord incrédules, capte un moment d'histoire brute. Dès les premières semaines, le message d'Ibrahim Traoré se propage à travers le continent. Les semaines suivantes, le message se répand. À Bamako, Niamey, N'Djamena, des voix s'élèvent en écho. Les jeunes partagent les extraits sur les réseaux
chaque phrase devient un mot d'ordre. L'Afrique ne demande plus, nous décidons. Ibrahim Traoré n'est pas seul. Les hashtags s'empilent, mais derrière eux se tisse une conscience nouvelle, celle de peuples qui se découvrent alliés. Dans les capitales africaines, les débats sortent des cercles militants pour atteindre les cafés, les marchés, les universités. Peu à peu, la tension atteint son point culminant, les chancelleries réagissent et les foules s'amplifient. Les chancelleries réagissent. On parle de sanctions, d'isolement, de risque de dérive, mais la réaction produit l'effet inverse. Les foules s'amplifient, la colère se discipline. Les militaires qui craignaient le chaos y voient désormais une légitimité populaire. Au Burkina Faso, des portraits de Sankara et de Traoré s'affichent côte à côte. Passé et présent fusionnent dans une même ligne de défiance. L'armée renforce le contrôle de son territoire, tandis que les alliances régionales se recomposent. Le Mali et le Niger déclarent publiquement leur soutien au droit de choisir son destin. Enfin, les répercussions s'étendent bien au-delà des frontières africaines. Paris, Washington et les grandes capitales observent avec inquiétude. Le Monde prend note. À Paris, les éditoriaux oscillent entre mépris et inquiétude. L'Afrique serait-elle en train d'échapper à la tutelle ? À Washington, certains analystes admettent qu'un changement tectonique est en cours. Sur le terrain, les ONG redéfinissent leur rôle. Les multinationales hésitent à renouveler leurs contrats miniers. Chaque décision d'Abuja, de Lomé ou de Dakar devient un test de souveraineté. Et au centre de cette onde, Ibrahim Traoré persiste. Il ne promet ni miracle ni revanche. Il parle de dignité et d'équilibre. Sa force n'est pas d'avoir rompu, mais d'avoir nommé. Là où beaucoup voyaient la rupture, il installe la cohérence. Ce n'est plus une crise africaine, c'est une réécriture du rapport de pouvoir mondial. Le discours d'Ibrahim Traoré ne s'appuie pas sur la colère seule, il s'appuie sur des faits. 3 chiffres, d'abord, plante le décor. En 2022, selon la Banque africaine de développement, près de 65% du coltan extrait du continent a été exporté brut, générant moins de 6% des revenus dans les pays producteurs. Dans le même temps, plus de 23 milliards de dollars de profits liés à ces minerais ont été enregistrés hors d'Afrique. Ce basculement entre ce qui sort et ce qui reste illustre la fracture structurelle que Traoré désigne, celle d'un continent qui travaille sans récolter. Chaque chiffre devient un symbole politique. Le premier, 65%, traduit la dépendance industrielle. Les matières premières quittent les ports africains sans transformation locale. Le second, 6%, révèle la faiblesse du partage de valeur. Presque rien ne revient dans les budgets nationaux. Le troisième, 23 milliards, marque la captation mondiale, le fruit d'un effort africain enregistré comme richesse étrangère. Dans la logique d'Ibrahim Traoré, ces données ne sont pas seulement des statistiques, elles sont des preuves judiciaires d'un système à déséquilibrer. Le gouvernement burkinabé a donc entrepris de quantifier le coût de la dépendance. Chaque point de valeur ajoutée rapatrié représenterait, selon ses experts, environ 12 000 emplois directs créés. Ce calcul sert d'arme rhétorique. Il démontre qu'un changement de modèle n'est pas une utopie morale, mais une stratégie économique mesurable. L'objectif, répété par Traoré, est clair: produire pour soi avant de vendre au monde. Les réactions extérieures varient. Certains partenaires y voient un protectionnisme dangereux, d'autres une renaissance légitime. Mais la donnée la plus frappante, issue d'un rapport de 2023, résume la situation. Pour chaque dollar africain investi dans ces ressources, 4 dollars sont encore captés par des structures étrangères. C'est ce rapport UNCTAD que Traoré veut inverser d'ici 5 ans. Le réalisme de cette ambition importe moins que sa fonction, fixer une boussole. En interne, les effets commencent à se mesurer. Les écoles d'ingénieurs burkinabés observent une hausse de 40% des inscriptions dans les filières minières. Les coopératives locales testent des circuits de transformation courte. Les institutions régionales, longtemps timides, étudient des cadres communs de valorisation. Ce sont de petites courbes, mais elles dessinent une tendance. L'idée que la souveraineté économique n'est pas un slogan, mais une équation. C'est cela le cœur du message. Transformer la fierté en indicateur, la colère en métrique, la dignité en politique publique. Les critiques ne manquent pas.
Certains observateurs affirment que Ibrahim Traoré se trompe d'époque. Dans un monde globalisé, disent-ils, nul pays ne peut s'isoler sans s'appauvrir. Ils évoquent la dépendance aux marchés extérieurs, la nécessité des capitaux étrangers, l'expérience amère des nationalisations passées. Selon eux, rompre avec le système actuel reviendrait à se priver d'oxygène. L'Afrique, en se refermant, risquerait l'asphyxie économique. D'autres, plus prudents, admettent la justesse du diagnostic mais redoutent la méthode. Ils craignent que le ton tranchant du capitaine ne ferme des portes utiles, que la rhétorique de rupture n'effraie les partenaires encore sincères. Dans leurs mots, on sent une inquiétude. Et si la fierté nouvelle d'un continent débouchait sur une confrontation stérile? Mais Ibrahim Traoré, lui, ne nie pas la complexité. Il répond avec une logique froide. Ce n'est pas l'ouverture qui a échoué, c'est la subordination. Le vrai danger, dit-il, n'est pas de rompre, mais de continuer à perdre sans comprendre pourquoi. Les chiffres du commerce, les courbes de croissance, les flux de capitaux racontent tous la même histoire. L'Afrique participe au banquet mondial sans jamais toucher au couvert. Son argument se veut réaliste, presque technocratique. Il ne prône pas la fermeture, il réclame la symétrie. Produire localement, négocier équitablement, penser à long terme. L'ambition n'est pas de rejeter l'Occident, mais d'annuler la hiérarchie invisible qui le place au-dessus. C'est là que réside la force du raisonnement. Il admet les failles, intègre les objections et en sort renforcé. Ainsi se bâtit le contre-discours, non pas la colère contre le monde, mais la lucidité d'un continent qui a lu ses contrats ligne par ligne. Le tournant est simple. Ibrahim Traoré n'est pas un accident. Il est le symptôme d'une génération qui n'a plus peur de nommer ce que d'autres taisaient. En milieu de parcours, le discours quitte le registre moral pour devenir structurel. Ce n'est plus seulement la dénonciation d'un impérialisme ancien, mais la révélation d'un système encore vivant. Le midpoint s'incarne dans cette phrase. Nous ne voulons pas détruire le monde, nous voulons l'équilibrer. À partir de là, tout change. L'Afrique ne se définit plus par son manque, mais par sa contribution. Les nations du Sud cessent d'être des réservoirs de matière et deviennent des laboratoires de souveraineté. Dans les médias, l'image d'un continent en crise se fissure, remplacée par celle d'un espace en recomposition. Cette rupture est calme, méthodique, presque inévitable. Ce n'est pas la révolution des armes, mais celle des esprits. Et dans ce glissement du symbole vers le système, Ibrahim Traoré cesse d'être un personnage. Il devient une méthode, un miroir. Les mots d'Ibrahim Traoré ont cessé d'être un discours. Ils se traduisent désormais en réalité tangible. Les effets s'observent dans 4 domaines où l'équilibre entre symbole et action devient visible. Au niveau étatique, plusieurs gouvernements africains révisent leurs contrats miniers et énergétiques. Au Niger, les négociations avec les compagnies étrangères intègrent désormais une clause de transformation locale. Au Mali, un fonds souverain oriente ses premiers investissements vers l'agriculture vivrière. Ces mesures paraissent techniques, mais elles déplacent la logique de dépendance. Produire pour exister, non pour exporter. Sur le plan économique, la dynamique engagée par Traoré stimule la production locale et transforme la perception du travail africain. La vague initiée par Traoré renforce le secteur local. Au Burkina Faso, les petites unités de transformation connaissent une croissance de 18% depuis 2023, stimulée par des politiques d'achat public. Dans les marchés régionaux, la mention « fabriqué chez nous » devient un argument de vente. Les banques, autrefois prudentes, maintenant s'adaptent. Elles testent des produits financiers ancrés dans l'économie réelle. Ce déplacement modifie le paysage, la dignité devient rentable. Sur le plan social, la jeunesse, autrefois désabusée, retrouve un sens collectif et une conscience économique. La jeunesse, longtemps désabusée, s'organise. Les associations citoyennes mènent des campagnes d'alphabétisation économique. Les universités créent des modules sur la souveraineté productive. Cette pédagogie silencieuse façonne une génération qui comprend le prix de ses ressources et la valeur de son travail. Dans les rues, l'image d'Ibrahim Traoré s'affiche non comme une idole, mais comme une équation, lucidité plus courage à nos libertés. À l'échelle régionale et symbolique,
symbolique, la dynamique dépasse le Sahel et redéfinit les rapports nord-sud. La dynamique dépasse le Sahel. Du Ghana à la Tanzanie, on observe une réévaluation du partenariat nord-sud. Les sommets africains ne cherchent plus à plaire, mais à peser. Même les institutions multilatérales ajustent leur ton. Il ne s'agit plus d'aider l'Afrique, mais de coopérer avec elle. Ce glissement sémantique marque un basculement culturel. Le vocabulaire lui-même devient terrain de reconquête. Ces transformations ne sont ni instantanées ni totales. Elles avancent par cercles, se consolidant là où les peuples persistent à croire qu'ils méritent mieux. Et c'est bien là le cœur du message de Traoré. La souveraineté n'est pas un événement, c'est une discipline quotidienne. À ce stade, 3 trajectoires se dessinent pour l'Afrique et pour le Burkina Faso en particulier. Chacune repose sur une logique propre entre ambition, prudence et risque. Premier scénario, celui de base, décrit un Burkina Faso consolidant ses réformes et gagnant une stabilité progressive. Le processus se stabilise. Les réformes économiques se poursuivent lentement mais sans rupture. Les alliances régionales se renforcent et le pays consolide sa souveraineté sans affronter directement les grandes puissances. Les exportations se diversifient, la dette se restructure et la population commence à percevoir des signes mesurables de mieux-être. Infrastructures locales, emplois industriels, circuits de commerce intra-régionaux. Ibrahim Traoré y incarne une stabilité rare dans le chaos du Sahel, mêlant rigueur militaire et pragmatisme civil. Deuxième scénario, celui de l'espoir, où la dynamique burkinabé inspire une union économique sahélienne. La dynamique inspire tout le continent. Plusieurs États, encouragés par les résultats burkinabés, adoptent des politiques similaires. Une union économique sahélienne voit le jour autour d'objectifs concrets, transformation des ressources, défense commune, formation technique. L'appui de la jeunesse et de la diaspora donne une dimension culturelle à cette intégration. Le message de Traoré devient transnational. L'Afrique ne demande plus la permission, elle propose un modèle. Ce scénario ouvre la voie à un renouveau collectif où le Sud s'impose comme moteur d'équilibre global. Enfin, un troisième scénario, celui de la résistance sous pression où les sanctions extérieures et la désinformation ralentissent les progrès. La pression extérieure s'intensifie. Les sanctions économiques et les tensions diplomatiques freinent les réformes. Des fractures internes réapparaissent, alimentées par la désinformation et la fatigue sociale. Dans ce contexte, l'équation de Traoré, dignité contre dépendance, se heurte à la dure réalité des rapports de force. Si les États voisins se replient, le Burkina pourrait payer seul le prix de son audace. Entre ces 3 voies, une constante demeure. La conscience ne régresse jamais. Même dans le pire scénario, l'idée d'autonomie aura laissé une empreinte durable. Car une fois la fierté réveillée, aucun retour à la soumission n'est possible. Ce qui semblait lointain devient personnel, car derrière le discours d'Ibrahim Traoré, il y a un miroir tendu à chacun. Que faisons-nous en tant que citoyens du monde face à un système qui étouffe le plus faible pour conforter le plus fort? Cette interpellation dépasse les frontières africaines. Elle s'adresse autant aux jeunes étudiants de Ouagadougou qu'aux salariés européens, à l'ouvrier asiatique qu'à l'agriculteur latino-américain. Tous partagent la même fatigue d'un ordre où la dignité se négocie au prix du silence. Les images venues du Sahel ne montrent pas la guerre, mais la résistance tranquille. Des femmes qui gèrent les marchés, des enseignants qui reprennent les cours malgré les coupures d'électricité, des jeunes qui créent des médias locaux pour raconter leur version des faits. Dans ces gestes quotidiens, la parole d'Ibrahim Traoré trouve son écho, une politique de la constance. Le message touche parce qu'il parle de survie et de choix. Il ne demande pas l'admiration, mais la compréhension. Chacun peut y lire une leçon. La liberté ne s'obtient pas par miracle, elle s'entretient par effort collectif. Et si cette idée gagnait d'autres continents, peut-être que la solidarité deviendrait enfin une politique et non un mot. Ibrahim Traoré n'a jamais présenté sa vision comme un manifeste abstrait. Il parle d'étapes concrètes, mesurables, exécutables. 5 axes structurent ce qu'il appelle la reconquête tranquille. La première étape,
étape consiste à reprendre le contrôle des ressources nationales à travers des audits publics et des transformations locales. Chaque pays doit auditer ses contrats, publier les chiffres et imposer la transformation locale. Ce geste simple redonne la main aux politiques sur l'économique. La deuxième étape met l'accent sur une éducation souveraine qui forme des ingénieurs et des penseurs africains. Former des ingénieurs, des juristes, des journalistes capables de penser africain avant de traduire occidental. L'école redevient un outil de libération, non de mimétisme. La troisième étape promeut la coopération sud-sud et la complémentarité régionale. Les pays du Sud doivent commercer entre eux. Ce n'est plus la charité du Nord qui fonde l'avenir, mais la complémentarité du Sud. La quatrième étape renforce la production locale en soutenant l'industrie légère et l'agriculture vivrière. Investir dans les industries légères et agricoles pour stabiliser les emplois et limiter l'exode. L'autonomie alimentaire devient la première défense nationale. Enfin, la cinquième étape consacre la transparence et la responsabilité comme pilier d'une nouvelle diplomatie. Publier les résultats, admettre les échecs, mesurer les progrès. La transparence devient la nouvelle diplomatie. Ces 5 mouvements forment une trajectoire, transformer la colère en méthode. Pour Ibrahim Traoré, le courage n'est pas de rompre, mais de construire. Et si chaque nation appliquait un seul de ces points, l'équilibre mondial se déplacerait déjà. Le cercle se referme là où tout a commencé, au cœur d'un peuple qui se relève. Dans les rues de Ouagadougou, la voix d'Ibrahim Traoré résonne moins comme celle d'un chef d'État que comme celle d'un témoin. Il ne promet pas un avenir parfait, mais rappelle que la dignité se cultive dans la continuité. Ce n'est pas la victoire d'un homme, c'est la persévérance d'un peuple. Les visages sont les mêmes que ceux du début, fatigués mais debout. On y lit la même détermination tranquille, ce mélange de douleur et de fierté qui accompagne toutes les renaissances. À cet instant, les tambours du Sahel ne battent pas pour la guerre, mais pour la mémoire. Et dans cette mémoire renaît un serment, ne plus jamais plier sous la peur, car quand un peuple découvre qu'il n'a plus besoin de permission pour exister, aucun empire ne peut le faire taire. Ce message n'est pas un cri contre quelqu'un, c'est une invitation adressée à tous. Ibrahim Traoré l'a répété, nous ne cherchons pas la domination, nous cherchons l'équilibre. Cette phrase suffit à redéfinir le dialogue mondial. Elle ne vise pas à rallumer les guerres d'influence, mais à ouvrir un espace de parole où chaque voix compte, car le combat du Burkina Faso dépasse ses frontières. Il parle à chaque citoyen qui refuse l'injustice ordinaire, à chaque nation qui veut se tenir debout sans écraser l'autre. C'est un appel à la conscience, pas à la revanche, alors que chacun se pose la question, qu'avons-nous à offrir à un monde plus juste ? Peut-être la dignité de dire non, la patience de reconstruire, la volonté de dialoguer. C'est dans ces gestes simples que naît la liberté durable. Et si cette conversation commençait ici, entre nous ?